Le Starship a à nouveau du plomb dans l'aile. Alors que nous pensions la prochaine tentative de vol du couple Starship Super Heavy relativement proche, il s'avère que l'entreprise vit à nouveau une situation délicate concernant son autorisation de vol, alors que le bilan complet du premier vol vient aussi de sortir. Mais en parallèle, le programme continue d'avancer assez vite, que ce soit avec le HLS, le Starship lunaire d'Artemis, ou les prototypes suivants. Alors, entre les difficultés et les succès de SpaceX, je vous propose de s'offrir une nouvelle fois un nouveau point Starship. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je tenais à vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Pour commencer cet épisode, je vous propose d'attaquer avec le plus gros morceau, à savoir les autorisations de la FAA qui se font attendre, le retour d'une étude d'impact environnemental et quand peut-on espérer voir le véhicule redécoller. Car il faut en effet savoir que la situation a encore une fois gagné en complexité et risque de nécessiter du temps. Je m'explique. Déjà dans un premier temps, ce 8 septembre, la FAA, dont le travail est de réguler les activités liées à l'aérospatiale et à l'aéronautique en général aux États-Unis, annonçait la fermeture de l'investigation sur l'incident survenu lors du premier vol le 20 avril, et cela allait entraîner dans la foulée une publication par SpaceX des différentes leçons tirées du vol. On apprenait ainsi d'ailleurs quelle a été la cause principale de l'échec de cette première tentative. En effet, peu après le décollage, la partie inférieure de Super Heavy a en effet subi des départs de feu non contrôlés, et ce suite à une fuite située dans le réservoir inférieur, à savoir celui contenant le méthane brûlé par le lanceur. Et ce feu allait assez rapidement endommager les connexions avec l'ordinateur de vol, ce qui eut pour effet de faire perdre la communication et le contrôle avec l'immense majorité des moteurs Raptor. Cela empêchait ainsi de contrôler l'orientation du lanceur, et a mené à l'accident que l'on connaît. Ce point particulier est donc la cause majeure de ce premier échec et a poussé SpaceX à mener différentes actions correctives. Le tout bien sûr supervisé par la FAA. Déjà, sans qu'on en sache vraiment plus, SpaceX a implémenté différents systèmes pour réduire les risques de fuite pendant le vol et lors des essais au sol, le tout en plus d'améliorer les essais de Super Heavy et des moteurs Raptor. De plus, le système intégré censé aider à maîtriser ce type de feu pendant le vol a aussi été considérablement amélioré en multipliant ses capacités par 15, tout de même, toujours dans le but d'éviter une nouvelle perte de véhicule. Mais un autre élément a aussi été revu, le système d'autodestruction. Celui-ci avait en effet été particulièrement long à réagir entre l'envoi de la commande d'autodestruction et l'autodestruction, à savoir près d'une quarantaine de secondes, et il a donc aussi été revu pour éviter un tel désagrément, mais ça on en avait déjà parlé. Ainsi, ce sont en tout 63 actions correctives que SpaceX a apportées au Starship et à ses infrastructures au sol. Et c'est justement là que les choses se gâtent. Alors je tiens à le dire tout de suite, mais à partir d'ici, c'est le sujet qui fâche entre les haters de SpaceX et les fans inconditionnels. Donc si vous êtes en train de m'écrire un charmant commentaire m'invitant à consommer sans modération les cadavres de mes ancêtres, je vous invite à garder votre calme et à suivre les prochaines minutes. SpaceX, vous le savez, opère dans une réserve naturelle. Alors je vous épargne les détails, mais entre une espèce de tortue de mer en voie de disparition dont la zone de reproduction se situe juste à côté du pas de tir de la plus grosse fusée du monde, et des espèces d'oiseaux, mammifères et autres reptiles protégés qui évoluent dans ce milieu, il est important, sans virer dans l'écologisme extrémisme, de comprendre que les activités de SpaceX sont tout sauf idéales dans le secteur. En revanche, la région de Boca Chica est l'idéal pour la construction d'un centre de lancement, en raison de sa proximité avec la mer et le peu d'habitants présents dans le secteur. Le problème, c'est que les activités de SpaceX, et tous les pas de tir en général, sont moyennes pour l'environnement. J'ai déjà évoqué le sujet des projections de débris, vibrations acoustiques trop puissantes et quelques autres. Mais il existe encore un autre problème que je n'ai pas souvent abordé sur la chaîne. L'eau. SpaceX rejette de l'eau. Bon alors, présenté comme ça ne donne pas vraiment envie de crier à la catastrophe, je vous l'accorde.
On peut en effet se douter que des tortues de mer peuvent assez aisément supporter l'eau, d'autant que celle rejetée par SpaceX n'est pas particulièrement polluée ou toxique. Mais il y a un gros problème. Cette eau est douce. Or, les espèces environnantes sont habituées à un environnement plus salé et malheureusement, si quelques pluies sont peu problématiques, le déluge d'eau utilisé par SpaceX pourrait avoir un impact direct sur la faune et la flore marine dans son environnement immédiat, encore plus dans le cas d'un usage régulier. Enfin, pour comprendre la suite, gardez aussi en tête que c'est SpaceX eux-mêmes qui avaient réalisé une grande partie du premier rapport sur l'impact environnemental de Starbase. Ainsi, dans le courant du mois d'août, la FAA allait entrer en contact avec le service des poissons et de la vie sauvage, et ce pour relancer une consultation sur l'impact du site et surtout du nouveau déluge d'eau sur les espèces menacées et la vie sauvage dans son ensemble. L'objectif sera surtout de savoir si ces apports réguliers et assez massifs d'eau douce pourraient avoir un impact sur la vie marine ou pas vraiment. Si tout va bien, tout ceci devrait être bouclé sous les 135 jours qui, précisons-le, sont simplement la limite maximum légale et les choses peuvent aller bien plus vite. Sauf si, bien sûr, à l'issue de ceci, une nouvelle étude complète doit avoir lieu. Alors oui, bien sûr, les activités de SpaceX auront toujours un impact environnemental. Mais le problème, c'est que si on compare le site de Starbase au comportement d'autres entités sur d'autres sites de lancement, que ce soit le ESA et Ariane Group à Kourou ou la NASA au Kennedy Space Center, endroits qui ont été classés réserve après l'installation des pas de tir, justement grâce à la biodiversité qui s'y est développée, à l'écart direct des pas de tir bien sûr, eh bien, malgré sa bonne volonté, SpaceX n'est pas toujours un très bon élève. Et souvent, comme dans le cas de la pollution lumineuse de son site empêchant certaines espèces de se reproduire correctement, ce sont les institutions et organisations de protection de l'environnement qui doivent soulever un problème pour que SpaceX s'y attarde. Alors oui, je sais, les objectifs de l'entreprise sont assez grands et excitants à suivre, et je suis d'ailleurs le premier à être impatient, et on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais quand ces œufs sont ceux d'espèces en voie de disparition, je crois qu'il n'est pas non plus malsain de prendre le temps d'analyser calmement la situation. Dire que SpaceX méprise l'environnement est faux, mais comme toute grosse entreprise, elle privilégie aussi l'importance de dégager de nouveaux gains, à travers les satellites Starlink V2 notamment qui doivent décoller avec Starship, face à l'importance de minimiser son impact environnemental. Et c'est justement le travail des agences gouvernementales d'aider à ce qu'une balance correcte soit trouvée. Il est donc ainsi très important de noter que la FAA n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues de SpaceX. Elle est là pour faire son travail, s'assurer que l'entreprise ne sorte pas du cadre légal et ne fasse pas trop de dégâts, et trouver un juste milieu. Du côté des autres actualités, on notera que le nez de S-22, servant de prototype au HLS, a commencé à recevoir sa peinture blanche. Toujours dans le thème du HLS et plus concret, SpaceX et la NASA annonçaient le 14 septembre la réussite d'un essai de moteur Raptor dédié au vide spatial, et ce, en conditions lunaires. Le but était en effet de refroidir le moteur à une température égale à celle à laquelle les moteurs seront exposés lors des missions du HLS, et de tenter de l'allumer pour s'assurer de son bon comportement à basse température. D'ailleurs, on apprenait aussi que le HLS devra, pour remplir les conditions de sécurité de la NASA, toujours permettre à un pilote humain d'en prendre les commandes au lieu de son logiciel, pour permettre à un humain de compenser de possibles erreurs ou défaillances, par exemple. Ainsi, même s'il devrait être capable de se poser de façon autonome, il y aura toujours la possibilité pour un humain d'en prendre les commandes si les choses venaient à dégénérer. Enfin, on notera le déplacement du Starship 26 vers son stand d'essai, alors que le S-28, lui, subit des changements de cette huile de protection thermique et a reçu ses premiers moteurs Raptor, que les prototypes 29 et 30 sont bien avancés, et que les prototypes 31 à 35 commencent eux aussi à être assemblés. Du côté des boosters, les 10 et 11 attendent leur section supplémentaire, et les 12, 13, 14 et 15 sont eux aussi en bonne voie. Enfin, on notera qu'il ne restait au 2 septembre plus qu'une seule des tentes d'assemblage dont je parlais dans l'épisode précédent, qui était là depuis le début du projet et devrait laisser place à une usine dédiée bien plus pratique. Enfin, le Starship 25 qui avait été assemblé avec le booster 9 en est désormais descendu et devrait y retourner pour son lancement, mais ça on en reparlera. D'ici là, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.